parents, des analphabètes de ce moyen. Ta grand-mère, quand elle fait la cuisine pacifique, étant donné qu'elle est morale et déjà. Nous sommes réunis dans cette conférence très importante et particulière, nous lancée par la dynamique des Congolais engagés pour le développement. Nous avons eu plusieurs thématiques. Nous avons suivi l'émission historique de la création par Maman Sandra de la DCET, sa vision d'encadrer la jeunesse, de promouvoir les grandes idées de la jeunesse. Et puis après, Madame Pamela Jansika nous a parlé de comment transformer les traumatismes et les pertes en résilience pour franchir le leader inspiré. Excellence, vous êtes des grands leaders. Parmi ces jeunes, il y a les créateurs de ce bataille. Il y a deux qui sont dans votre domaine, qui font d'ailleurs mieux l'agroproduction. Il y a un qui vient de vanter plus que votre domaine de médecine. Je sais que vous avez ce diplôme. Lui, il a fait un start-up de lutter contre les traumatismes par l'informatique. C'est unique, c'est jamais trouvé dans notre pays. Il y a un autre qui m'a amusé. Aujourd'hui, là, il vient d'avoir à peu près 300 euros. Donc, pendant que vous allez terminer votre conférence, il y aura 1700 euros. Il est le plus riche de nous tous. Il y a des intellectuels, des créateurs qui vont vous écouter. Hier, nous avons fondé 11 000 de tous les quartiers. Ils ont résumé la journée. Et c'est impressionnant ce qu'ils vont vous demander. Ils vont vous demander, ils nous ont chargé de vous demander, de les accompagner dans la fiscalité, de baisser le prix des taxes pour que les entreprises aillent. À tout la base, c'est la vie. Si vous regardez la vie, c'est moi. Tout piquer le corps. Baisser les taxes. Des belles entreprises qui commencent à créer. Ils ont demandé l'adresse de l'AREFA. Le responsable de l'AREFA qui doit faire comme AREFA était là. Le DG, c'est différent. C'est parce qu'ils veulent faire connaître leurs entreprises. Il y a des juristes, des enseignants. Je suis un peu désolé, je n'ai pas trouvé une maman qui peut créer un start-up pour bien faire du foot et pour faire une nouvelle sens. Mais il y a une maman qui a posé une question. Comment vous allez nous aider, nous, pour rallier la résilience et la paix? Nos groupes ont déjà donné des propositions qui vont être en déclaration finale tout à l'heure. Nous venons de suivre un groupe magistral, l'exposé magistral du professeur Simon Pierre. Il est là. Parler un tout petit peu de lui en quelques minutes et puis va en parole. Le professeur Kaneki, que dis-je, le docteur Kaneki, est un scientifique rendu. Je le dis parce qu'il est détenteur de 2 doctorats, d'abord en pharmacie
qui milite depuis de longues années pour que les populations aient accès à la santé, à la protection, particulièrement des communautés vulnérables. Il fait ça depuis de très longues années. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous l'avons invité et qu'il nous parle. Mais il est difficile de noter que son parcours illustre le lien entre l'excellence scientifique et l'engagement patriotique. Et c'est principal pour ça que nous l'avons invité. Et je ne vais pas vous parler, je vais le laisser parler. Merci beaucoup, professeur. Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, quand je parlais à Madame Sandra, je me demandais pourquoi j'étais invité dans ces assises. Maintenant, je sais que c'est pour diminuer les taxes. Je ne sais même pas si tout ce que j'ai préparé est relevant devant, parce que je n'ai rien préparé sur les taxes. Mais j'ai pris bonne note. Je m'appelle Freddy Kaniki, comme Madame Sandra l'a dit. Je suis congolais, je suis djiboutien, je suis l'un de vous, et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir d'être invité dans ces assises, parce que le mot vivre ensemble, pour moi, c'est un cheval de bataille. Il est la raison pour laquelle je suis à Goma aujourd'hui, il est la raison pour laquelle je suis dans l'AFC, et comme je l'ai dit, c'est mon cheval de bataille depuis des années. Si vous allez sur Google et que vous mettez mon nom, la moitié des articles, à part les articles scientifiques, la moitié des articles qui viendront vous parleront de l'importance de vivre ensemble et la culture de la paix. La paix, nous la cultivons parce que nous en avons besoin, et la plupart des fois, nous ne savons pas que nous en avons besoin jusqu'au moment où nous ne l'avons pas. Et c'est quand nous n'avons pas la paix que nous comprenons l'importance de la paix et l'importance de vivre ensemble. Alors, je vais parler un peu du thème qui m'a été donné et que j'ai modifié un peu. C'était entreprendre dans l'adversité. J'ai préféré parler d'entreprendre dans la diversité. L'adversité dans notre région vient du fait que nous n'avons pas su gérer la diversité. Si nous avions su gérer, promouvoir et profiter de la diversité, peut-être que nous n'aurions pas eu cette adversité. Alors, si nous voulons prévenir cette adversité, travaillons dans la diversité, aimons la diversité, faisons la promotion de la diversité et sachons exploiter cette diversité en notre faveur. Alors, entreprendre dans la diversité pour la reconstruction de la paix dans les zones post-conflit, notamment en impliquant la jeunesse, est un levier crucial pour consolider la paix durable. Pour beaucoup de gens, la jeunesse dans la situation de post-conflit est conçue comme une catégorie de personnes vulnérables aux côtés des femmes et des enfants. Premièrement parce que les jeunes sont exploités comme des combattants, mais aussi parce que les jeunes font une grande partie ou un pourcentage important de personnes déplacées, que ce soit les déplacements internes ou des réfugiés dans d'autres pays. Plusieurs sources, notamment des Nations Unies, et des sources concordantes d'ailleurs, affirment que les jeunes
dans la situation de conflit et de situation post-conflit, ont tendance d'être stéréotypés. Et par conséquent, ils sont la cible. C'est-à-dire que les jeunes femmes et les jeunes filles sont victimes, tandis que les jeunes hommes et les enfants garçons sont des combattants. Ils deviennent des combattants, parfois même contre leur volonté. Toutefois, nul ne peut ignorer que le jeune représente également une grande partie des victimes de la guerre. C'est-à-dire, la plupart des morts dans la guerre sont des jeunes. Peut-être parce qu'ils sont des combattants, mais aussi parce qu'ils sont ciblés. Ils sont ciblés, surtout les garçons, pour les neutraliser parce qu'on voit en eux des potentiels militaires. Et cela s'explique par le fait que le conflit peut perturber, ils sont victimes parce que le conflit perturbe leur éducation et leurs activités économiques, et ainsi ça augmente leur vulnérabilité. En négligeant donc le droit des jeunes, on risque d'en faire un groupe démographique accessible par les groupes armés et d'autres personnes de mauvaise foi. Par ailleurs, leur rôle, leur point de vue, leurs contributions au processus de paix sont peu reconnus dans le monde. Maintenant, si nous réfléchissons et si nous canalisons nos pensées beaucoup plus dans les pays qui sortent d'un conflit, ces pays ont souvent connu des ruptures socio-économiques importantes. L'intervention post-conflit vise à réparer ces ruptures et à poser des jalons d'une paix durable. Dans ces pays, les jeunes constituent une frange importante mais hétérogène de la population et sont souvent une source de résilience. D'où il y a toujours la nécessité de les écouter, de les valoriser et de leur offrir des opportunités, car ils peuvent jouer divers rôles, ils peuvent être des artisans de la paix et des leaders communautaires. Les jeunes ont un rôle clé dans la prévention des conflits, dans la résolution des tensions et dans la construction de la paix dans une situation post-conflit. Leur participation active dans la conception et la mise en œuvre des initiatives de paix est essentielle. Ils peuvent s'engager dans des actions locales de paix, l'éducation, la formation professionnelle, ainsi que dans les initiatives entrepreneuriales pour créer des opportunités économiques et contribuer ainsi à la stabilisation de la société post-conflit. Leur inclusion dans toutes les phases des processus de paix garantit leur représentation, mais aussi leur responsabilisation. Tous les acteurs sociaux savent que plus vous responsabilisez les jeunes, plus vous les exploitez positivement, je veux dire, dans le processus de paix. D'une façon générale, les jeunes peuvent être des moteurs et des agents de changement importants dans le développement et dans leur société. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils sont ouverts au changement et à l'apprentissage et qu'ils ont tendance à être davantage tournés vers l'avenir, idéalistes et innovants, et qu'ils sont prêts à prendre des risques. Essayez d'initier un vieux à prendre des risques, vous aurez très peu de résultats. Mais quand vous avez affaire à un jeune, ils sont non seulement innovants, créatifs, mais aussi des risk takers. Ils sont prêts à prendre des risques et ils sont ce qu'on appelle en anglais future oriented, orientés vers le futur. Dans l'ensemble, il est très peu important que les besoins et les priorités spécifiques des différents groupes, il est très important, je veux dire, que les besoins et les priorités spécifiques des différents groupes de jeunes, pendant et après le conflit, soient identifiés et pris
prises en compte par les billets d'initiative ciblés qui devraient être élaborés avec et par les jeunes eux-mêmes. Donc, les rendre responsables, les responsabiliser, mais aussi prendre en compte les besoins des jeunes et leurs idées, leurs opinions et leur participation est très importante. Il existe de nombreux types d'engagement des jeunes dans la construction de la paix qui peuvent être observés à différents stades d'un conflit. Par exemple, les jeunes peuvent être engagés dans les efforts visant à prévenir le traitement de la violence, mais aussi dans le contexte pré-conflit, notamment par des interventions précoces visant à prévenir la violence, telles que l'éducation promouvant une culture de la paix, des débats et des dialogues sur la paix, des dialogues religieux, l'éducation physique, l'éducation civique plutôt, et l'éducation des électeurs. À ce titre, je vais donner un petit exemple. En 2012, je suis venu des États-Unis, je voulais commencer une école à Bukavu, une école américaine. Je suis venu chercher une parcelle, mais aussi l'autorisation d'ouvrir une école. Mais l'école en soi devrait être les thèmes de l'école ou les slogans de l'école, la philosophie de l'école était basée sur le terme Ubuntu. Ubuntu qui est un terme sud-africain, un terme qui signifie je suis parce que tu es, je suis content parce que tu es content, ma paix, je suis en paix parce que tu es en paix, c'est un peu un pour tous et tous pour un. C'était une vision que j'ai eue qui émane d'une réalité de ma famille et des personnes que nous avons perdues dans les conflits, et nous les avons perdues dû à l'intolérance, le fait qu'on ne peut pas tolérer l'autre parce qu'il est différent de toi. On ne sait pas gérer cette diversité. Alors, je n'ai pas pu ouvrir cette école à Bukavu parce que à l'époque, l'autorité m'a déconseillé parce qu'encore si cette école appartenait, il y avait beaucoup de raisons qui m'ont été données. J'ai ouvert l'école à Bujumbura instead. Mais ce que je voulais dire pour cette école, c'est qu'on a fait un programme de peace building and conflict resolution, et nous avons fait des programmes, des curriculums depuis la première année primaire jusqu'en 6e année secondaire. Donc il y a un programme sur 12 ans de peace building and conflict resolution à chaque niveau de l'école. Donc l'enfant commence en première année et il étudie à son niveau déjà ce qu'il peut comprendre sur la paix, la construction de la paix ou peace building et conflict resolution. Au niveau du secondaire déjà, on commence à faire les débats. Les débats sur la paix, sur les pays, sur l'actualité dans le monde, les conflits qu'il y a dans le monde. Et cela a créé un changement parce que nous devons travailler sur nos enfants parce que ce sont des leaders de demain. Et pour que demain, quand ils sont leaders, qu'ils prennent en compte tout ce qu'ils ont étudié dans leur prise de décision et au quotidien. La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en décembre 2015, marque une reconnaissance historique du rôle crucial des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité. Les textes appellent les États membres à accroître la participation des jeunes dans les processus décisionnels, notamment dans les efforts de prévention et de résolution des conflits. Ils soulignent leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent et insistent sur l'importance de renforcer les capacités des jeunes et de promouvoir leur autonomisation.
mais aussi de garantir leur protection. Il y a des théories comme quoi on a besoin de la sécurité pour créer le développement économique, mais nous avons aussi besoin de développement économique pour garantir cette sécurité. Dans le cas d'espèce ici, au nord et au sud Kivu, nous avons besoin de la paix et de la sécurité pour que nous puissions entreprendre, nous puissions commencer des entreprises de développement économique. Mais aussi, pour que cette sécurité soit garantie et soit pérennisée, nous avons besoin d'occuper ces jeunes par ce développement économique. Si nous ne les occupons pas, les autres de mauvaise foi vont les occuper dans d'autres choses. Donc, il est très important que nous puissions penser aux jeunes, que nous puissions initier les jeunes dans le développement économique pour pérenniser cette sécurité. En effet, cette résolution de l'ONU, cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU est donc le cadre idéal pour engager les jeunes dans la recherche de la paix. Il s'est de rappeler ici que les jeunes ici sont définis comme des personnes âgées de 18 à 35 ans. Je n'ai pas beaucoup aimé cette définition, mais je devais être correct et donner la définition qui a été donnée. Moi, je pense que c'est jusqu'à 50 ans pour que je sois inclus. Maintenant, entreprendre dans la diversité. D'abord, avant d'entreprendre dans la diversité, nous devons accepter la diversité, aimer la diversité, comprendre la richesse qu'il y a dans la diversité et exploiter cette diversité. Imaginez-vous si nous pensions tous de la même façon. À quoi bon? Mais nous pensons tous différemment et c'est pour ça que nous avons besoin, chacun a besoin de l'autre. La diversité, ce n'est pas seulement dans la nature, ce n'est pas seulement la race, la langue parlée, l'ethnie, la tribu, je ne sais pas, les clans, vous pouvez descendre jusque dans la famille de votre grand-père. Non, non, ce n'est pas ça la diversité. Ce n'est pas ça seulement la diversité. La diversité, c'est aussi dans les pratiques. La diversité, c'est la religion, par exemple. Il y a des conflits entre musulmans et chrétiens, il y a des conflits entre judaïsme et christianisme, il y a des conflits entre... Donc, ça peut être des religions, ça peut être d'autres associations. Ça peut même être, la diversité peut même se définir dans les différents niveaux sociaux. Les riches contre les pauvres, les éduqués contre les non-éduqués, ainsi de suite. Mais la diversité, c'est partout. On ne peut pas s'en passer. Peut-être que ce qui saute aux yeux, c'est la diversité dans les races, dans les tribus, dans les ethnies. Mais la diversité, il y en a partout. Et peut-être que nous devons apprendre de ces diversités qui ne nous causent pas beaucoup d'ennuis et comment nous les gérons pour que nous puissions savoir gérer ces autres diversités que nous n'avons pas su gérer dans le passé. Alors, la question que l'on doit se poser, à laquelle je cherche à répondre, et je veux ouvrir le débat d'ici là, on va tous discuter, parce que nous sommes tous victimes de la mauvaise gestion de cette diversité. C'est comment les jeunes peuvent entreprendre dans la diversité, dans une situation post-conflit. Premièrement, qu'on l'accepte ou pas, la diversité sera toujours là, car elle fait partie de la dynamique sociale et existentielle du peuple. Elle est fondée à la fois sur les lois de la nature, mais aussi sur les constructions sociales. Comme j'ai dit,
les races, les tribus et quoi, mais aussi les religions et les différentes couches sociales. Pour le cas de ces couches sociales, ces pratiques sont créées et maintenues à travers l'interaction sociale comme faisant partie des normes qui régissent une société donnée. Par exemple, la spiritualité, ce sont des constructions sociales qui divergent d'une société à une autre, d'une communauté à une autre, mais qui font de nous qui nous sommes et que nous sommes appelés à respecter. Il est donc très important de rappeler que les constructions sociales d'un groupe donné ne sont pas supérieures ou inférieures à celles d'un autre groupe. Fort malheureusement, les personnes de mauvaise foi utilisent ces constructions sociales pour monter un groupe contre l'autre ou les uns contre les autres. Cela ne s'explique pas, ne s'adapte pas seulement ou ne concerne pas seulement la diversité liée aux pratiques sociales, mais même la diversité liée à la nature. Dans un autre texte que j'avais publié l'année passée, au mois de septembre, j'ai expliqué comment nous sommes tous un et ce qui nous divise, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Par exemple, nous avons tous le même sang qui circule dans nos veines. Magloire Palou a dit comment je suis dans le domaine médical. Quand je supervise une transfusion sanguine en face d'un malade qui est dans une urgence médicale et qui a besoin d'une transfusion sanguine et dont la transfusion sanguine peut déterminer la vie ou la mort. Et j'amène un paquet de sang, de la banque de sang. Personne, que ce soit le patient ou le garde malade, personne ne me demande si ce sang vient d'un blanc ou d'un indien, vient d'un Hutu ou d'un Tutsi, vient d'un Muhunde ou d'un Munande. C'est le sang, c'est tout. Dans les études que nous faisons avant la transfusion, nous basons sur les groupes sanguins, sur l'étude d'histocompatibilité et jamais sur la race de la personne, sur son ethnie ou sur la langue qu'elle parle. Cela nous montre comment, deep down in the core, we are one. Au fin fond de nous, nous sommes un. Nous sommes humains. C'est ça le dénominateur commun. Les autres, ce sont des apparences. Que tu sois élancé ou que je sois court, c'est une différence très très négligeable. Que tu sois brun, que je sois noir, que tu parles Swahili et moi je parle Lingala, ça importe peu, n'est-ce pas? Comment gérer nos diversités? Comment les exploiter? J'ai beaucoup appris quand je suis allé aux États-Unis. C'est une ville, je ne dirais pas qu'il n'a pas d'autochtones, pas une ville, un pays, je ne dirais pas qu'il n'a pas d'autochtones. Il y a des Amérindiens qui sont là-bas et les Esquimaux qui ont été là-bas depuis avant le temps. Mais les autres couches des Américains viennent de presque partout. Et comment ils embrassent cette diversité? Bien sûr, il y a aussi des niveaux de racisme et tout, mais pas un racisme systémique. Et ça m'a beaucoup appris. Mais alors, en parlant de ces pratiques, la diversité doit être perçue comme une force et non une faiblesse pour diviser les groupes sociaux. Si la diversité est perçue comme une menace, cela favorise la méfiance et la stigmatisation et la discrimination. La plupart des fois, c'est l'autorité, c'est les gouvernants et la faille dans cette gouvernance qui est beaucoup plus absorbée par le peuple.
Sinon, nous avons tous besoin de nos voisins. Kama chumvi inaisha kunyumba, avant uite muloko yako qui vit à 10 km, vous allez chez le voisin. Peu importe son ethnie, sa tribu ou sa race. Donc, alors, d'une façon positive, la diversité constitue une source d'enrichissement mutuel et d'innovation sociale, culturelle et économique. Reconnaître et valoriser les différences permet de favoriser la cohésion, le respect et la coopération entre individus et communautés, tout en renforçant la résilience collective face aux défis communs. La plupart des défis que nous avons, ils sont communs aux mortels, ils sont communs à nous tous. Il y a très peu de défis qui sont spécifiques à un seul groupe social ou à une seule communauté, sinon ce défi-là que nous créons nous-mêmes. D'une façon, alors, deuxièmement, les jeunes vivant dans les zones libérées, notamment libérées par l'AFC, peuvent entreprendre dans la diversité en s'appuyant sur des dispositifs d'accompagnement qui favorisent l'inclusion et la reconnaissance des talents issus de milieux variés. Par exemple, à leur développement personnel et à la cohésion sociale. Maintenant, l'entrepreneuriat inclusif, qui est perçu comme vecteur de la promotion du vivre ensemble, et surtout là où nous sommes dans les cas d'espèce, l'entrepreneuriat inclusif favorise la croissance économique équitable et la création d'opportunités pour tous les jeunes, notamment ceux qui sont issus des milieux sociaux divers. Cela stimule la créativité et l'innovation en mélangeant des parcours et des visions différentes, permettant aussi d'apporter une solution originale adaptée à des problèmes sociaux ou des problèmes économiques. Dans des grandes entreprises comme Google, comme Microsoft, comme Facebook, ils ont des politiques d'inclusivité, mais aussi des politiques d'inclusion culturelle. C'est-à-dire, lorsque vous engagez dans un département, vous essayez de mélanger. Vous avez un Indien, vous avez un Blanc, vous avez un Noir, vous avez un Asiatique, un Africain, un Australien, ainsi de suite. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que dans notre façon de réfléchir, il est imprégné des réalités culturelles que nous nous rendions compte ou pas. Et que, bien que nous sommes tous des ingénieurs informaticiens, par exemple, mais mon background me pousse à réfléchir un peu différemment de l'autre. Et ça crée un contour avec une circonférence beaucoup plus élargie dans la réflexion et ça crée des produits solutions qui ont une validité élargie sur tout le globe. De ce fait, l'entrepreneuriat économique et même social des jeunes favorise la cohésion sociale, la réinsertion et l'inclusion, tout en réduisant les causes d'exclusion et de marginalisation qui sont souvent l'origine des conflits. Il est donc clair de dire que l'entrepreneuriat, particulièrement celui des jeunes, dans le contexte post-conflit, joue un rôle moteur pour la reconstruction sociale et économique. Il favorise la réinsertion des victimes du conflit et crée des espaces de socialisation et de collaboration entre groupes divers, ce qui contribue à la cohésion sociale, au vivre ensemble ou cohabitation pacifique ainsi qu'à la paix durable. Donc, l'entrepreneuriat dans la diversité chez les jeunes est ainsi un vecteur puissant pour libérer le potentiel latent, créer de l'emploi, encourager l'innovation et renforcer la cohésion sociale.
En d'autres termes, l'inclusion de la diversité dans les initiatives est importante car elle permet d'intégrer différentes couches sociales et ethniques sous potentiel de tension et une dynamique commune de développement. Quelques exemples de la reconstruction de la paix et de cohésion sociale et du vivre ensemble dans les zones libérées. L'AFC pense que la jeunesse a un rôle central dans la construction de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans la politique de reconstruction de la paix durable dans les zones libérées, l'AFC insiste sur le fait que la jeunesse est un partenaire stratégique et qu'elle doit être mobilisée comme solution dans la transformation sociale. Après la libération des territoires, des programmes prioritaires de reconstruction impliquant les jeunes ont été lancés, notamment dans les infrastructures sociales telles que les routes, les écoles et les centres de santé, permettant la créativité des jeunes d'être l'avant-garde du renouveau dans les territoires libérés. L'AFC encourage les jeunes à jouer un rôle actif dans la résistance, la sensibilisation à la paix et dans la réconciliation. La mobilisation des jeunes vise à renforcer la cohésion sociale et à restaurer la sécurité tout en éradiquant le phénomène Ouazalendo qui engouffre les jeunes du Nord Kivu et du Sud Kivu dans le mimétisme qui a sémé la haine entre les communautés. Avant la libération, les jeunes ont tué, brûlé, vif et mangé la chair humaine au nom de la haine ethnique. Un grand travail de sensibilisation a été fait par le cadre du mouvement afin que les jeunes s'impliquent dans la reconstruction de la paix. En plus, ceux qui se rendent sont intégrés dans les programmes de formation et de renforcement des capacités à travers les organisations de société civile. Ils sont formés en tant qu'ambassadeurs pour la paix, pour favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble, la responsabilité civique et la mobilisation en faveur d'une paix durable. Par ailleurs, sur le plan du relèvement socio-économique, ces jeunes sont formés en élevage, aux métiers manuels, à l'appui à la création d'unités de production communes. Ils sont encouragés à la réactivation des coopératives, à l'ouverture des comptes et des institutions de microfinance et à l'accompagnement de la scolarisation. Je suis sûr que vous étiez ici avec mon confrère, camarade Cédric, qui vous a parlé de ce qu'il fait et qui encourage les gens à innover et à entreprendre. Dans le cadre de la continuité de l'État, le programme ESPER à Minova au Sud Kivu, quand bien même est momentanément perturbé, offre une formation en métier de menuiserie et à des jeunes auparavant impliqués dans la toxicomanie, le banditisme et la prostitution. Cette formation de 6 mois vise la réinsertion socio-économique par l'acquisition de compétences professionnelles et accompagne une transformation positive de ces jeunes en proie aux groupes armés. Par ailleurs, la MONUSCO avait soutenu divers programmes de réinsertion socio-économique au nord et au sud Kivu, offrant à des jeunes des opportunités de développement personnel et économique afin de stabiliser les communautés post-conflit et réduire les risques de recrutement récurrent dans des groupes armés. Nous attendons renouveler ce partenariat encore. En conclusion, nous sommes toutes et conscients qu'il reste beaucoup à faire au-delà de ce qui a déjà été fait. Les autorités locales voudraient offrir un accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, tout en soutenant la participation des jeunes dans les processus décisionnels liés à la paix. Faciliter des espaces de dialogue entre les jeunes et les collaborations entre les différentes communautés pour
promouvoir l'inclusion des jeunes dans la justice transitionnelle et les efforts de reconstruction. Tout ceci pour un but ultime, celui d'encourager la reconstruction de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ainsi, entreprendre dans la diversité avec un focus jeunesse dans les zones post-conflit contribue à reconstruire ou à construire une paix positive, à transformer les causes des conflits en opportunités de développement partagé et durable. En résumé, la participation des jeunes dans la reconstruction de la paix dans les espaces libérés par l'AFC englobe leur mobilisation comme acteurs clés de la résistance, leur intégration dans les programmes de reconstruction et de développement et leur inclusion dans les processus politiques et sociaux et de consolidation de la paix pour un vivre ensemble renouvelé et durable à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Quel groupe, Isaac? Question. J'ai deux questions au professeur. La première question est, ici à Goma, nous vivons depuis des années dans des conséquences de division, de violence et de méfiance entre communautés. Pensez-vous qu'on puisse réellement bâtir une cohésion sociale durable sans vérité, sans justice et sans réconciliation sincère? Et sinon, par où commencer par reconstruire cette confiance entre les gens? La deuxième question, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Comment faire pour entreprendre, comment faire pour que l'entrepreneuriat devienne à Goma ne soit pas seulement un moyen de survie économique, mais aussi un véritable outil de transformation sociale et communautaire? Autrement dit, je peux poser la question à disant que comment entreprendre pour changer la société et pas seulement pour changer soi-même? Merci. Merci, Maître Adolphe. C'est une question que je devrais en principe poser à Madame Sandra. Oui. Oui, mais c'est la fondatrice de la dynamique. Concernant la jeunesse montante, aujourd'hui, notre jeunesse est en train de souffrir tout simplement parce qu'elle n'est pas encadrée. Ils versent beaucoup plus dans l'alcoolisme, l'alcool, les boissons fortement alcoolisées. Que faire? Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en jeu? Puisque de toutes les façons, on va pas détruire ces êtres qui nous seront demain ou après-demain utiles. Les maisons, les fabricants. Je pense qu'il y a un problème. Mettre la question, Sophie. Vous entrez dans le commentaire, on a déjà la question. Il y a déjà la réponse avec le docteur Kaniki. Merci pour la parole. Bonjour à tous. Je réponds au nom des lycéens. J'ai juste seulement une question. Ma première question est de savoir, les jeunes entrepreneurs en milieu professionnel doivent-ils s'associer selon leur appartenance sociale ou selon leurs compétences? Ma deuxième question est, peut-on développer l'entrepreneuriat individuel sans résoudre le conflit communautaire ou ethnique? Peut-on développer l'entrepreneuriat individuel sans résoudre le conflit communautaire ou ethnique? Très bien. En fait, moi, ce n'est pas une question, mais c'est une suggestion. Parce que c'est l'occasion vraiment de me retrouver en face d'une si grande autorité du pays et de la zone libérée. Nous, la jeunesse intercommunautaire, nous prêchons jour et nuit sur la cohésion, la reconstruction de la paix et la résilience. Et parmi les slogans que font les autorités de la FC23, c'est la cohésion, la reconstruction de la paix et
leadership aussi, parce que ça marche comme ça. Et je pense que c'est l'occasion de nous faciliter la tâche, le fait que ça se trouve parmi les missions de l'FCM3, de sensibiliser pour la cohabitation. On les prêchait et on a déjà fait de nos mieux pour que ça soit au moins réalisé à 50-60% au niveau de notre province. Et nous pensons qu'après la guerre, on aura encore cette lourde tâche à faire, vu qu'il y a des frustrations, il y a des conflits qui naissent sur le pays. Ma suggestion et recommandation serait que dans la zone, que cela soit au moins vu et approuvé et observé par tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans la zone. Je le dis pourquoi. Il y a tant de gens qui se lamentent que depuis l'arrivée ou la libération, il y a des jeunes qui ont du mal à accéder à des financements ou soit à des postes compte tenu de leur langue ou ethnie, disons comme ça. J'avais bien suivi l'exposé avec attention du professeur et les réponses qu'il donnait à des questions posées précédemment. Et j'ai entendu dire que ne soyons pas fainéants comme eux. Bon, je me suis dit que la jeunesse est la clé de la cohésion et de la reconstruction. Maintenant, les vieux qui sont souvent au pouvoir ne veulent jamais lâcher le pouvoir. Ils sont toujours là et je me demande comment les jeunes arriveront à être aussi là eux-mêmes. Si vous voyez bien les députés, c'est eux qu'on reconduise à chaque fois. Quand est-ce qu'un jeune arrivera aussi à faire ce qu'ils ont fait précédemment, mais aussi, je voulais dire ceci, pour être jeune entrepreneur, par exemple, je suis médecin, je voulais entreprendre, soit ouvrir une clinique privée. Je n'ai pas de sous-placement. Je dois m'adresser à Et le parallélisme entre votre projet de l'insertion dans la communauté des anciens combattants et le projet de la DDR de la MONUSCO. J'aimerais juste comprendre l'insertion là-dedans. Mnakamata wakati ya kusikia, mais aussi nataka kuuliza ma question. La première question, il est centré sur les préalables à la cohésion sociale, n'est-ce pas? Et la sous-question, c'était beaucoup plus sur la responsabilisation, l'établissement des responsabilités dans les conflits. L'une des choses qui a fait que pendant ces 30 années, tout comme on m'a vite aimé à Ishaq, m'a confié à Ishaq, c'est l'impunité. Unafanya kitu unajua kama hawatanibeba fasi, c'est-à-dire kesho utarudilia ile kitu utaifanya tena. Mais non seulement lié, mais kama nilifanya kitu hawakunifunga, je donne un message fort à quelqu'un d'autre kama naye anaweza kufanya la même chose et qui ne sera pas puni. Ça c'est une chose. Donc, si nous devons éradiquer cette culture, nous devons d'abord identifier les facteurs qui ont favorisé cette culture, les éradiquer. L'un de ces facteurs, c'est l'impunité. Tous les pays qui ont émergé après des conflits comme le nôtre, ils sont passés par les commissions de vérité et réconciliation. Et ça, dans ces vérités et réconciliation, il y a établissement des faits et des responsabilités. Chez nos voisins ici à côté, il y a eu ce qu'on appelle la Tchatch, qui est une justice transitionnelle
qui a établi des responsabilités et ça c'est très important. Ensuite, il y a l'éducation communautaire. Tout comme une société il faut éduquer à un niveau donné. Nos mamans, nos papas, nos grands-pères, nos tantes, famille Somali. Il est facile à quelqu'un de les manipuler. L'éducation les ramène au niveau, l'éducation ramène l'humanisme. Alors il faut qu'on fasse la promotion de l'éducation communautaire. Il faut qu'on fasse la promotion de la justice, mais aussi la politique nationale. Ces conflits qui naissent entre les groupes ethniques et les communautés ne peuvent pas fleurir si le gouvernement ou l'État n'arrosait pas. Donc il y a une forte responsabilité du gouvernement. Par exemple, je vais vous dire qu'au Congo, on a failli à la mission de promouvoir l'identité nationale au détriment de l'identité communautaire. Avant de me sentir congolais, je me sens d'abord Tutsi, je me sens Munyamulenge, je me sens Munande, je me sens Mumunde, je me sens Mubende, je me sens Mufulero. Si on peut promouvoir cette identité nationale, si nous pouvons tous œuvrer dans ce sens, nous allons construire une nation. Après ça, ça a une nation. Il faut ça bilanga il y a une couleur différente dans la patch Congo moja. Unatoka pale unaona directement kama hii kilaki inatoka Congo ingine iko rouge, iko jaune, iko vert. Nous devons promouvoir l'identité nationale. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mwingine anauliza association dans l'entrepreneuriat, devront nous associer selon notre ethnie ou selon nos compétences. D'abord, il faut être sûr que ce que vous voulez entreprendre va réussir. Et la grande partie de cette réussite repose sur la compétence des membres. Donc, je fais prioritairement, je prends la compétence. Mais ce que nous vous demandons, c'est non à l'exclusion. Kama niko natafuta watu wiko compétents à engager, que ma sélection se base sur la méritocratie et uniquement alors sur la méritocratie. Si celui qui est compétent est Munande, qu'il ne soit pas exclu parce qu'il est Munande. Kama niko na kompania ya Beusi na mwenye anakuwa ni mzungu, asikuwe exclu à cause de sa peau. Donc, on ne vous demande pas d'aller faire des entrepreneuriats ou qu'on ait non. Basez-vous sur la compétence, basez-vous sur la créativité et tout pour la réussite de vos projets, mais dites non à l'exclusion de l'autre à cause de son appartenance religieuse, ethnique, raciale et quoi. Donc, en répondant à cette question, je vous renvoie la balle, mais je vous dis non à l'exclusion, le reste, ça dépend de vous. Je pense que c'est tout. L'autre, c'était une... David, c'était une suggestion que je n'ai pas bien comprise, mais je demanderai à quelqu'un de prendre votre numéro. On pourra peut-être échanger une petite séance de quelques minutes au bureau. J'aimerais prendre des suggestions. Nous ne prétendons pas savoir tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes là au service du peuple. Nous voulons faire ce qui a le plus d'impact à la population et au bien-être de la population, mais aussi, pendant cette période, nous comptabilisons beaucoup plus sur l'impact le plus rapide et le plus grand impact. Merci. Docteur, en revanche, est-ce que vous allez financer les actions que j'ai attendez. Aussi, continuez à dire mon moitié. Est-ce que vous allez financer les questions, par exemple,
des activités. J'ai l'impression qu'on ne saura pas rencontrer toutes les préoccupations et toutes les questions parce que le temps est limité. Mais il y a ma soeur docteur qui a posé une question par rapport au renouvellement de la classe politique et la participation de la jeunesse. Ça, c'est l'un de nos objectifs. C'est le renouvellement de la classe politique. Et j'espère que tu ne vois pas à moi un vieillard. Hein? Je pense qu'on a jeune quand même. At least nous devons avoir la jeunesse, la participation de la jeunesse. J'ai parlé de la valorisation, de l'inclusion de la jeunesse dans la gestion du pays, dans la gestion de la chose publique. Mais cette responsabilité est double. Il y a d'abord la responsabilité de l'État à vouloir inclure la jeunesse, faire participer la jeunesse dans la gestion du pays, mais aussi il y a aussi la responsabilité de la jeunesse. C'est-à-dire, cette jeunesse doit avoir cette responsabilité de s'approprier leur pays et la gestion de leur pays. Et ça, on le voit tous les jours. Ceux qui combattent au front sont des jeunes. Ils ne le font pas pour un salaire, ils le font parce qu'ils ont les soucis de leur pays et ils veulent voir les changements et ils disent que je ne vais pas m'asseoir et attendre les changements que je rêve, mais je vais faire partie de ceux qui amènent ces changements. Alors ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Plus vous vous appropriez cette responsabilité de voir ces changements, la bonne chose avec l'AFC, c'est qu'on ne met pas de barrières et dire tu dois avoir 50 ans pour entrer ou pour faire partie de l'équipe. Non, non. Il y a d'ailleurs plus de jeunes que de... Je pense qu'à la coordination, il n'y a que 3 personnes qui sont plus âgées que moi ou 4. Les autres, la plupart, ce sont des jeunes. Donc, ayez ce désir, pas seulement un désir, mais un désir ardent. Appropriez-vous cette responsabilité de faire partie de ces changements que vous voulez voir dans votre pays et personne alors ne viendra vous barrer la route. L'insertion dans la communauté des anciens combattants. Je ne saurais pas établir le parallélisme, mais plutôt si nous pouvons aller d'abord dans les objectifs. Les objectifs de ces 2 programmes sont les mêmes. Seulement, l'un des programmes est assuré par la MONUSCO, l'autre assuré par l'autorité de l'État. Et il y en aura d'autres. Nous sommes en train de parler à d'autres organismes internationaux qui aident dans la réinsertion dans la communauté, mais aussi de création d'emplois, d'éducation vocationnelle pour aider cette transition de la vie militaire à la vie civile, pour favoriser, non seulement favoriser cette transition pour qu'ils soient des civils et qu'ils soient membres de la communauté, mais aussi pour les rendre utiles dans leur communauté pour qu'ils ne reviennent pas encore être absorbés dans des groupes armés. Donc c'est un programme très important dans la solidification de la paix, dans cette cohésion sociale. On a parlé des jeunes et du développement et de la sécurité. Vous avez besoin de la sécurité pour le développement, mais vous avez aussi besoin du développement pour maintenir cette sécurité. Parce que si nous ne les aidons pas à être utiles et productifs dans leur communauté, ils vont encore rentrer dans les groupes armés. Et ça sera un cycle comme on l'a vu ces 30 dernières années. Donc c'est quelque chose qui nous préoccupe et que nous faisons avec le peu de moyens que nous avons, mais nous sommes aussi à la recherche des organismes et
des acteurs internationaux qui sont intéressés à la reconstruction de la paix, qui peuvent nous aider surtout dans la création des emplois, mais aussi dans l'éducation vocationnelle pour leur donner un futur. Merci. Il nous reste 15 minutes, nous allons lire la déclaration finale. Après la déclaration finale, nous allons faire une Distingués invités, chers jeunes, chers partenaires, nous arrivons au terme de 2 journées de travail intense, marquées par la réflexion, l'écoute, le partage d'expériences et la détermination collective. Ces journées resteront gravées comme un moment historique dans l'éveil citoyen de la jeunesse congolaise, ici même à Goma, vive de courage, de douleur et d'espérance. Réunis autour du thème « La place de la jeunesse dans les initiatives innovantes pour le développement et la participation citoyenne », nous jeunes, leaders, représentants des quartiers, organisations locales et acteurs de la société civile, sous la coordination de la dynamique des Congolais engagés pour le développement, DCED, avons pris la décision de ne plus subir, mais agir. Au premier point, de la douleur à la résilience. Au cours de la première journée, nous avons écouté, partagé et compris qu'il n'existe pas de développement sans guérison intérieure. Grâce à l'intervention magistrale et inspirante de Mme Pamela Chisinga, nous avons redonné sens à la notion de la résilience. Nous avons reconnu les douleurs, les pertes, les traumatismes subis par notre peuple, mais nous avons aussi choisi d'en faire des sources de leadership et de force morale. Nos blessures ne seront plus des prisons, mais des leçons. Nos cicatrices ne seront plus des faiblesses, mais des armes de reconstruction. De Kierecho à Yindi, de Ndosho à Katindo, de la jeunesse de Goma s'est levée pour dire « Nous refusons la fatalité, nous choisissons de transformer nos souffrances en lumière ». Au deuxième point, de la dépendance à la responsabilité. Sous la conduite de M. Sepichiena, nous avons réfléchi à la question essentielle de l'autonomie économique et de la discipline financière. Nous avons compris que la liberté du Congo passe aussi par la liberté financière de ces jeunes. Nous avons pris l'engagement de créer nos propres opportunités, promouvoir l'entrepreneuriat local, bâtir des coopératives et des associations productives et gérer nos ressources avec rigueur et éthique. La jeunesse congolaise n'attendra plus qu'on lui tende la main, elle tendra la sienne pour reconstruire. Au troisième point, la cohésion moteur du développement. La deuxième journée nous a permis de réfléchir avec le professeur Simon-Pierre Yanagno sur le thème « Réduire les fractures, bâtir l'avenir, la cohésion moteur du développement ». Il nous a rappelé que le développement ne peut exister sans cohésion, sans unité, sans confiance mutuelle. Chaque fracture entre communautés, entre générations ou entre institutions affaiblit la nation. Et la jeunesse doit devenir le ciment de cette cohésion nouvelle, celle qui construit, prépare et rassemble. Au quatrième point, l'entrepreneuriat dans l'adversité. Nous avons également été initiés par le docteur Kaniki lors de l'exposé « Entreprendre dans l'adversité pour transformer la société ». Son message a rappelé à la jeunesse que l'adversité n'est pas un obstacle, mais un test de grandeur. Les plus belles réussites sont souvent nées dans la douleur, dans le manque, dans la résistance. Nous devons donc apprendre et entreprendre avec courage, même quand les conditions ne sont pas favorables. Là où il n'y a rien, la jeunesse doit apprendre à créer quelque chose. Au cinquième point, de la division à la cohésion. Tout au long des ateliers, la jeunesse de Goma a parlé d'une même voix. Nous avons
compris que nos divisions ont trop souvent nourri des défaites. Nous refusons désormais la haine, la manipulation, le tribalisme et la résignation. À travers la DCED, nous décidons d'unir nos forces au service d'une même vision, celle d'un Congo réconcilié avec lui-même, où chaque jeune devient acteur de la paix, d'innovation et de cohésion nationale. Nous nous engageons à promouvoir la tolérance et le vivre ensemble, soutenir la résilience communautaire, restaurer la confiance entre dirigeants et citoyens, sensibiliser nos pairs à la participation citoyenne responsable. Au sixième point, les engagements communs. À l'issue de travaux de Katindo, Imbi, Ndosho, Kierecho, Mabanga et des autres quartiers représentés, merci. Nous, jeunes du Nord Kivu, avons adopté les engagements suivants. Être des bâtisseurs de paix et non des spectateurs de la crise. Transformer les traumatismes en énergie d'action. Promouvoir la résilience, la cohésion et l'unité entre jeunes. Travailler main dans la main avec la DCED pour bâtir un réseau d'innovation citoyenne. Encourager la création d'entreprises sociales, d'espaces d'incubation et de formation technique. Défendre les valeurs de discipline, de travail, de courage, d'intégrité. Servir le Congo avant de se servir du Congo. Lutter contre la manipulation, le tribalisme et la résignation. Appuyer la DCED dans la mise en œuvre des programmes d'encadrement et de suivi. Au septième point, appel à la nation et aux partenaires. Nous appelons les autorités nationales et provinciales à ouvrir des espaces d'écoute et d'inclusion pour la jeunesse. Soutenir les programmes de résilience et de formation portés entre autres par la DCED. Renforcer les partenariats entre institutions, société civile et jeunes acteurs du développement. Nous appelons également la communauté internationale à soutenir la reconstruction sociale dans le Nord Kivu, mais aussi dans le Bolivie. Et non par l'assistanat, mais par la coopération et la confiance. Huitième point, le serment de Goma. Et aujourd'hui, au nom de cette jeunesse debout, lucide et engagée, je proclame le serment de Goma. Nous jurons de ne plus attendre le changement, mais de le créer. Nous jurons de transformer nos blessures en force et nos différences en richesse. Nous jurons de servir le Congo avec fidélité et loyauté. Plus jamais sans nous, plus jamais un Congo sans sa jeunesse. Et pour clôturer, au nom de la dynamique des Congolais engagés pour le développement, je rends hommage à tous les intervenants, aux jeunes participants et aux partenaires présents. Je salue particulièrement le professeur Simon-Pierre Yanagno pour sa brillante réflexion sur la cohésion nationale. Le docteur Kaniki pour son message d'espérance et de courage entrepreneurial. Madame Pamela Grace-Chassila pour son éclairage sur la résilience et la reconstruction intérieure. Monsieur Cédric Fiema pour son appel à la discipline économique. Monsieur Magloire Palou pour sa modération et son professionnalisme, pointu d'ailleurs. Ainsi qu'à tous les rapporteurs, modérateurs, responsables des quartiers et jeunes participants des délégations. Au nom de la dynamique des Congolais engagés pour le développement, je déclare close la conférence internationale de Goma 2025 et j'invite chaque jeune à devenir ambassadeur de la cohésion, de la paix et de la reconstruction nationale. Car de Goma s'élève désormais une flamme nouvelle, celle d'un Congo conscient et debout.
violence n'est pas une fin, c'est le commencement d'un engagement collectif. Et de commun, nous lançons ce message à tout le Congo. Le temps du changement a commencé. Fait à commun, le